Histoire de CM. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Félix Bruno, chef de groupe social media chez Buzzman, pour la deuxième partie d'un épisode très riche où il partage sa vision pour Burger King. On va parler bad buzz et performance, des gros sujets, c'est parti. Il y a aussi des marches qui sont loupées et on se casse la figure. Des fois de notre fait, des fois pas de notre fait, mais les bad buzz sont bel et bien là. Comment vous essayez d'anticiper cela parce que vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose qui ne vous concerne pas, le fonctionnement même des restaurants, Burger King, mais aussi de choses sur lesquelles, mince, on n'a peut-être pas utilisé le bon mot, peut-être qu'on n'a pas compris cette sensibilité. Donc c'est quoi ce rapport au bad buzz que vous avez ? Alors on a un rapport au bad buzz que je dirais inexistant, pour la bonne raison qu'on n'en a jamais eu. Et c'est plutôt positif. C'est à ce moment-là que tu touches du bois, non ? Oui, il faudrait pas qu'il y en ait un demain voilà. ou le lendemain de la sortie de ce podcast. Mais non, l'idée en fait, c'est qu'on est quand même extrêmement à l'écoute des réseaux sociaux. Dans l'équipe, comme je disais, on part des gens, donc on a quand même tendance à bien comprendre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que la notion même de bad buzz, elle est un peu galvaudée. Faut remettre les choses un peu dans leur contexte, c'est-à-dire que Twitter, c'est environ 6% de la population française qui a un compte sur Twitter, donc c'est peu. Et en général, il suffit de 50 personnes à peu près motivées pour mettre un hashtag en trending topic. Donc évidemment, ça peut faire peur à beaucoup de gens d'avoir hashtag boycott nom de la marque en trending topic. Faut se rappeler qu'en fait, au final, ils ont énervé 50 personnes. 50 personnes, après c'est en effet de voir l'impact qu'ils peuvent avoir et notamment les médias généralistes qui peuvent aller choper cette information pour ensuite, si c'est un coup de BFM ou un coup de JT, là ça devient quand même beaucoup plus embêtant, non ? Alors ça devient embêtant, mais ça reste 50 personnes et c'est quand même une critique qu'on peut adresser aux médias aujourd'hui, qui vont effectivement pouvoir sortir un article assez facilement en disant telle marque dans la tourmente sur Twitter. Alors que, fondamentalement, elle n'est pas dans la tourmente. Il y a juste 50 personnes qui sont énervées à un instant T. Et en fait, souvent, un bad buzz, et c'est pour ça que je parle de 50 personnes, parce que souvent, un bad buzz, c'est quand on énerve une communauté qui est très locale, très réactive et très organisée sur Twitter. Souvent, ça part en fait de ce genre de communauté. Et c'est cette communauté qui va mettre le sujet sur la table pour le grand public. Donc souvent, en fait, c'est pour ça que je parle de 50 personnes, parce que souvent un bad buzz, et à ce stade, je mets encore des guillemets, c'est quand on va activer une communauté très réactive, très facilement, qui va plus facilement s'indigner que d'autres sur certains sujets, et c'est cette communauté qui va porter le sujet en fait auprès du grand public. Si le grand public abonde dans le sens de la communauté, là, je pense qu'on peut commencer à parler de bad buzz. Après, je prends un exemple concret parce que c'est peut-être plus clair. C'est-à-dire que sur Burger King, il y a quelques mois, on a fait une blague sur l'arrivée des 30 km/h à Paris, sur la limitation à 30 km/h à Paris. Donc, on a fait la blague, le post est parti comme d'habitude. Et au bout d'un moment, en fait, ce post, il a atteint des communautés qui sont très engagées sur les questions de vélo, sur les questions d'écologie, de vélo en ville, qui n'ont pas du tout aimé la blague. Donc on s'est retrouvé en fait avec 40 personnes dans nos mentions qui nous font savoir de manière plus ou moins polie que la blague ne leur a pas plu. Et en fait, ça s'arrête là. En fait, c'est pas du tout un bad buzz parce que l'indignation, c'est pas du tout une donnée objective, c'est un affect. C'est-à-dire que ce qui m'indigne moi, ce qui m'indigne toi, ce qui indigne les gens autour de cette table ou autour d'ici, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est pas aux gens les plus intolérants. Et je dis pas que ces gens sont intolérants de manière générale, je dis que sur certains sujets, ça va être les gens les plus intolérants. C'est pas aux gens les plus intolérants de décider de ce qu'on a le droit de dire ou pas dans une société. Ce qu'on a le droit de dire dans une société, c'est, disons, la moyenne un peu de toutes les indignations de l'ensemble de la société. Donc en fait, que ces gens-là s'indignent pour une blague sur les vélos, ils ont tout à fait le droit, c'est même à ça que servent les réseaux sociaux. Mais il se trouve que derrière, en fait, le grand public, il s'en fiche totalement qu'on fasse une blague sur l'arrivée des 30 km/h. Mais ce que tu dis là, est-ce que aussi c'est perçu de la même manière de la part de Burger King ? Parce que on peut imaginer qu'une agence a ce recul, et tu nous le donnes et tu nous le partages ici, mais que une marque comme Burger King, elle se dit « Ok, je comprends le principe, mais moi, moins je me frictionne avec certaines personnes, moins je fais de vagues, mieux ça me va, je veux plutôt qu'on parle de moi positivement. » La question même qui est derrière, c'est de se dire, est-ce qu'un bad buzz peut, alors, ce que tu ne souhaites pas appeler bad buzz, et je le comprends, mais en tout cas, est-ce que des critiques négatives ou des mentions qui donnent plutôt un aspect négatif peuvent être utilisées comme action de communication et comme un moyen aussi d'avoir de la visibilité? Mais écoute, il y a cette phrase que beaucoup de gens aiment bien rappeler qui dit peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, du moment qu'on parle de moi.
Je pense que cette phrase est complètement fausse et qu'il faut absolument pas y croire et qu'en fait, quand on parle de toi de manière négative, c'est toujours négatif. Ça veut dire que vous avez un rapport à faire régulier à Burger King, à dire, bon bah voilà, là on a fait une blague, elle est pas super bien accueillie par tel type de personne, est-ce qu'on agit, est-ce qu'on n'agit pas, est-ce qu'il y a toujours ce suivi, ou tout pendant qu'il n'y a pas une énorme vague qui se dessine, de toute façon c'est votre quotidien, c'est votre tarbouille et vous continuez? Je dirais que du moment qu'il n'y a pas une énorme vague et que ça sort pas ça fait pas la une du JT, on va dire qu'il y a pas de problème. En fait, Burger King a intégré dans sa communication, même d'un point de vue client, que c'est une marque qui ose, et peut parfois être clivante, qu'il est clivante par la nature même en fait de la marque. C'est une marque de fast-food, donc il y a forcément des sujets environnementaux, des sujets sur lesquels la marque est clivante, mais de par sa nature même pas de par sa communication. Donc évidemment, c'est des sujets en termes de communication qu'on va éviter. Moi, je me souviens d'un tweet qu'on avait fait il y a quelques années, il y a 2 ans, qui disait « À notre aimable clientèle qui ne souhaite pas porter de masque en restaurant, on a un conseil à vous donner, ne venez pas. » Donc un tweet extrêmement clivant, surtout dans le climat de l'époque. C'est-à-dire que et c'est là où on a vu en fait un peu la manière dont un tweet peut se diffuser au travers des communautés. C'est-à-dire que pendant 3-4 jours, le tweet a touché notre cible normale sur Twitter, c'est-à-dire les gens qui sont habitués à la com de Burger King, qui trouvaient la prise de position rigolote, qui trouvaient ça osé, mais ça les faisait rire. Et il y a eu un moment où en fait ce tweet a commencé à circuler dans des groupes anti-vax, dans des groupes anti-masques, dans des groupes anti-pass sanitaire, et on s'est retrouvé submergé de mentions pendant plusieurs jours, d'insultes, de mentions. Mais c'était pas inquiétant pour la marque parce que les gens qui nous insultaient le disaient eux-mêmes. Ils disaient « Je suis jamais venu chez vous et je viendrai jamais ». Je me dis, bah, écoute, très bien, on n'a pas perdu client, du coup, dans ce cas-là, donc tout va bien. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Est-ce que de manière plus générale, on peut se dire que le bad buzz, pour vous, ça serait, si ça se produit, quelque chose qui peut entacher la relation avec la marque, que ce soit avec Burger King ou avec d'autres? Ça veut dire, est-ce que vous avez peut-être même peur à un moment ou de se dire, ouais, ça c'est un vrai risque, si ça se produit, on risque peut-être de perdre un client? Je pense que le premier rôle de l'agence en cas de bad buzz, c'est de rassurer. En fait, c'est ce que je disais avant, de rassurer sur la portée, sur la durée du bad buzz. Il faut se dire aussi que sur Twitter, en fait, les choses vont très très vite. Le sujet dont on parle énormément aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet dont on parlera énormément dans quelques jours. Donc voilà, faut rassurer d'abord sur la portée, et après, à partir de ce moment-là, il y a 2 choix. Soit c'est vraiment un bad buzz et du coup l'agence n'est plus du tout compétente pour ce genre de questions. Il faut faire appel à des gens qui font de la gestion de risque, dont c'est le métier et qui sont beaucoup plus à même d'apporter des réponses à ce niveau-là. Soit ce n'est pas un bad buzz pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, parce que c'est localisé, parce que ça ne grandit pas dans le temps ou parce que les gens vont oublier. Et dans ce cas-là, du coup, il y a pas de problème. On va parler retour sur investissement, et c'est d'autant plus intéressant que vous êtes une agence et que souvent ici dans ce podcast, on parle plutôt de la relation qu'ont les annonceurs avec les chiffres. Quels sont les principaux indicateurs que vous relevez et qui sont peut-être la base des échanges que vous avez avec vos clients? Alors, les principaux indicateurs qu'on relève, en fait, ça va être le taux d'engagement et le taux de reach organique. C'est-à-dire la pourcentage de reach sur l'ensemble des gens qu'on touche de manière organique. Parce qu'en fait, c'est des indicateurs sur lesquels on peut pas vraiment tricher avec du média. Il y a un taux d'engagement, les gens réagissent. Si les gens réagissent à ce post, ça prouve plus ou moins, à quelques exceptions près, mais ça prouve que le post est bon. Le taux d'engagement, en fait, on peut pas vraiment tricher dessus. Et d'ailleurs, petite question complémentaire, votre taux d'engagement, vous le calculez comment? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des définitions différentes. Est-ce qu'on prend juste les clics? Est-ce que c'est vraiment les réactions? Vous, c'est quoi votre mantra? C'est vrai que c'est une bonne question parce que il existe plein de formules différentes pour calculer le taux d'engagement. Chez nous, ça va être un KPI qu'on appelle Engaged User, qu'on peut avoir uniquement lorsqu'on fait des extracts Excel sur Facebook. Donc on va diviser les engaged users par le reach. Le reach organique, en fait, c'est un KPI qui est extrêmement important pour nous, parce qu'on dit souvent que le reach organique sur Facebook est mort, ce qui est sûrement vrai pour la plupart des marques, mais sur Burger King, en fait, on fait encore plusieurs centaines de milliers de reach organiques sur chaque post. On est à près si on regarde au total, on est à près de 50% du reach qu'on fait avec Burger King est en organique. Donc là, ça démontre bien qu'en effet, la machine, elle fonctionne toujours des réseaux sociaux, que c'est un mauvais procès d'intention, en quelque sorte. Ceux qui ont un mauvais reach organique, peut-être n'ont toujours pas compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on attendait d'eux en tant que marque. Mais je pense que Burger King est un cas très particulier. Et comme je le disais, c'est une marque qui s'est construite par les réseaux sociaux, qui a créé, en fait, depuis plusieurs années, une communauté qui est très engagée
et surtout en fait un ton de voix qui nous permet de faire des choses que d'autres marques ne pourraient pas forcément se permettre. C'est-à-dire on dit souvent que à force de cultiver cette spécificité, on a gagné le droit en fait de parler comme une marque sur les réseaux sociaux, avec tout le cynisme et tout le côté pécuniaire qui est inclus là-dedans. C'est-à-dire que pour donner un exemple, on a déjà fait des posts où on dit aux gens, pour gagner ce burger, suivez ces indications. Petit 1, venez au restaurant. Petit 2, sortez votre portefeuille. Petit 3, achetez-le. En fait, c'est le côté très... on aime bien se montrer comme on aime bien pouvoir dire en tant que marque que on aime bien avoir cette possibilité en tant que marque, en tant que Burger King, de pouvoir dire aux gens de manière très frontale, on est là quand même pour vendre des burgers au final. Mais après, si je reviens sur les chiffres, je pense que sur les chiffres, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que les chiffres ne sont pas objectifs. C'est-à-dire que par exemple, le reach, quelque chose auquel on peut énormément tricher avec du média, un taux d'engagement, en fait, ne veut pas forcément dire à 100% que le post est bon. Après, le problème des chiffres, en fait, c'est qu'on peut pas se reposer dessus de manière certaine. C'est-à-dire, est-ce qu'un post qui fait beaucoup de reach ne fait pas beaucoup de reach juste parce qu'on l'a beaucoup médiatisé ou parce que c'est un format vidéo qui a été favorisé par l'algorithme? Est-ce qu'un post qui fait beaucoup d'engagement, finalement, c'est pas juste un post album, donc les clics sont décuplés, ou un post sur lequel on a plein de commentaires négatifs, ou un post, en fait, encore où l'accroche est trop petite, donc les gens ont été obligés de cliquer pour la voir de plus près? En fait, la seule manière d'analyser vraiment les KPI sur les réseaux sociaux, c'est de connaître sa marque. Une vraie analyse du post, ça se fait par l'analyse de sa communauté, la connaissance de sa communauté, en fait, savoir ce qui fait réagir et pourquoi un post a bien fonctionné, et la connaissance aussi des réseaux sociaux. Et comme je disais, il y a des formats qui vont venir tronquer en fait les chiffres par rapport à d'autres. Alors on a aussi la question du retour sur investissement qui est d'autant plus sensible que, eh bien, à la fin de votre prestation, il y a une facture qui tombe. Donc on a un rapport à l'argent qui est direct, qui est des fois un rapport au budget, plus pour les annonceurs, parce qu'ils savent que un plein temps en community manager ça coûte tant, qu'ils ont une équipe vidéo qui coûte tant. Mais vous, à la limite, c'est une vraie prestation. Donc comment vous gérez ce retour sur investissement? Comment vous prouvez que vous avez bien fait de faire appel à notre agence? Je pense qu'il y a deux approches sur les réseaux sociaux. On peut avoir une approche très héroïste, effectivement, sur les réseaux sociaux, en se disant, écoutez, on va traquer le nombre de ventes grâce au post, on va traquer les visites en point de vente, on va traquer le nombre de gens qui ont cliqué sur un lien, qui sont rendus sur le site. C'est une approche qui est tout à fait valable, et c'est pas du tout celle qu'on a à l'agence, en fait. C'est-à-dire que, pour nous, les réseaux sociaux, en fait, comme je disais, sont liés depuis le début au retour de la marque en France. Et encore aujourd'hui, on voit tout ce qu'on fait sur le social media comme un moyen de faire rayonner la marque Burger King. C'est ce que disait Martin Weigel, qui est en fait le Head of Strategy de Wieden Kennedy à Amsterdam, dans une présentation qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle The Case for Chaos. En fait, il dit que transformer l'intérêt en conversion, en achat, qui est la dernière étape du funnel de conversion, c'est pas du tout la même chose qu'en fait que créer des souvenirs, que créer du sens, que créer de l'intérêt là où il n'y en a pas. En fait, tout ce qu'on appelle globalement le brand building, ou plus facilement en français, travailler la marque, travailler l'image de la marque. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on fait énormément sur les réseaux sociaux et qui n'est pas du tout quantifiable au final. Trouver le moyen de faire en sorte que les gens aiment Burger King avant même de leur faire vendre des burgers, c'est quelque chose qui est pas du tout quantifiable dans l'histoire, mais c'est prouvé par des études que sur les effets à long terme, travailler la marque, en fait, est beaucoup plus importante, va avoir un effet levier sur les ventes beaucoup plus important que n'importe quelle promotion. Et en fait, c'est assez marrant de se dire qu'on travaille au quotidien pour faire quelque chose qui n'est pas du tout quantifiable, qui n'est pas du tout héroïste, et dont les effets, en fait, ne sont visibles que si on regarde les résultats sur une échelle à long terme. D'où l'importance, en fait, d'avoir confiance dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, on ne quantifie pas exactement ce qu'on fait au quotidien, et l'importance que la marque ait confiance dans ce qu'on fait également. Ouais, complètement. Il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. On termine par la dernière question, qui est celle qui est importante pour nous parce que ça donne un peu de perspective. Qu'est-ce que va devenir le métier de community manager dans 10 ans? Alors, je vais te répondre franchement, j'en sais rien, mais je m'adapterai.
En fait, non, plus sérieusement, le métier évolue tellement vite qu'en fait, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que le métaverse va devenir quelque chose d'incontournable? Est-ce que la VR, tout le monde va vivre dans la VR d'ici quelques années? Est-ce qu'on va faire des posts inscrits dans la blockchain où on vendra des NFT? Est-ce que Burger King va créer son réseau social décentralisé sur le Web3? En fait, toutes ces questions, c'est des choses auxquelles on peut répondre par oui ou par non, mais on peut pas y répondre actuellement. Et en fait, ça va tellement vite. Moi, je sais pas à quoi ressemblera mon métier d'ici 2 ans. Donc, je peux pas vraiment pas te dire d'ici 10 ans ce qu'on en fera. Après, tout ce que je sais, c'est que peu importe de quoi ça fera le futur, ben en fait, on continuera à faire des blagues et à s'éclater avec Burger King. Merci Félix de nous avoir partagé ce fonctionnement au sein de Buzzman. Ça permet de voir un peu comment, en effet, ça se passe en coulisses pour une marque comme Burger King. On se dit à très vite. Ben à très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode en 2 parties. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode bonus en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast ou en nous contactant sur tous les réseaux sociaux d'Agorapulse France. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.